14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors vous savez que je vous dis tout, alors je vais vous raconter un peu l'anecdote de l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Alors pour moi l'expression chevaucher le dragon, elle est assez claire. Pourtant lorsque j'ai reçu ce livre avec donc ce titre dans le studio de Sud Radio, j'ai été surprise. J'avais autour de moi plusieurs personnes et personne, mais alors vraiment personne ne semblait réellement comprendre de quoi il s'agissait. Alors c'est vrai que je parle peu de mon parcours personnel qui relie l'énergie sexuelle et la spiritualité, mais sans nul doute, cette expression, chevaucher le dragon, est tout à fait l'illustration parfaite, me semble-t-il, de tout ça. Alors c'est pour ça que je suis ravie de recevoir aujourd'hui l'auteur de ce livre, psychanalyste, entre autres, Jean-Charles Bouchou, qui sera donc avec nous et qui va vous aider, enfin en tout cas je l'espère, à mieux utiliser votre énergie sexuelle afin de vous éveiller. Alors vous éveiller à quoi ? Eh bien peut-être tout simplement à vivre comme vous le désirez. Et puis si vous avez envie de nous raconter comment le sexe vous a libéré, si vous avez envie d'évoquer avec nous comment vous pensez que la sexualité apporte de l'énergie, eh bien n'hésitez pas à venir nous rejoindre en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. C'est vrai que le titre « Chevaucher le dragon » n'est pas clair pour la majorité des gens. Est-ce que vous en êtes rendu compte depuis que le livre est sorti ? Pas tout de suite, oui, mais quand on commence les premières pages, je pense que ça vient vite. Peut-être, mais enfin en tout cas le titre. Pourtant il y a un sous-titre quand même assez clair. Oui. Utiliser notre énergie sexuelle comme tremplin vers l'éveil. Sauf que l'éveil, est-ce que les gens savent vraiment de quoi on parle ? Je suis pas sûr que les gens savent vraiment de quoi on parle. Ils vont être obligés de lire mon livre. C'est aux éditions d'Hervier, allez-y. S'éveiller, je crois que c'est sortir de l'illusion. Et à un moment donné, effectivement, la sexualité, l'énergie sexuelle peut nous aider à sortir de cette illusion qui nous entoure, en prenant des chemins. L'illusion de quoi ? L'illusion que nous vivons de choses qui nous paraissent a priori importantes, comme il faut travailler plus pour gagner plus, comme il faut être plus performant, comme on passe à côté de beaucoup de choses. On passe vraiment à côté de beaucoup de choses et c'est dommage. Alors bon, continuons à travailler plus. C'est pas l'objet n'est pas d'arrêter de travailler, mais quand on a la chance de pouvoir vivre un moment d'amour, ça serait bien de le vivre autrement que dans le désir perpétuel de performance. Peut-être parlerons-nous aussi du slow sex, qui est un petit peu l'opposé de la performance, justement, dans la sexualité. J'aime beaucoup cette idée, Oui. Le slow sex, comment vous le définiriez ? Écoutez, c'est moins ma spécialité, mais c'est justement ça. Je connais l'auteur du slow sex. On a travaillé ensemble. Il se situe à l'inverse de ce qu'on attend de lui. Il dit, mais quand vous faites l'amour, faites-le le plus mal possible. Essayez de ne pas être performant. Ça, il y en a déjà pas mal qui le font mal. À leur corps défendant. Oui. À leur corps défendant, je crois. Alors, ce qui est intéressant, vraiment, je conseille ce livre pour ceux qui ont envie de bien comprendre la société dans laquelle on vit aujourd'hui et comment on peut justement être un peu plus dans la vie. Vous êtes d'accord avec ce que je disais d'ailleurs en préambule, que finalement l'énergie sexuelle, elle peut servir à vivre comme on le désire ? L'énergie sexuelle peut nous permettre de vivre comme on le désire. Si le désir, tout dépend de quel est votre désir, quoi. Mais si l'idée, c'est d'être quand même plus léger, d'être plus heureux, oui, bien sûr, ça vous accompagnera. Oui. Donc, dans votre livre « Chevaucher le dragon » aux éditions d'Hervie, toute la première partie, vous êtes assez... là, on reconnaît bien le psychanalyste, mais vous êtes assez dur avec la société et la manière dont aujourd'hui elle est gérée, cette société. Je n'aime pas cette société. C'est évident, je le dis ouvertement. Et c'est amusant parce que j'essaye de ne pas être négatif. Or, je le suis. C'est peut-être ma nature, je suis quelqu'un qui est en colère. Alors, je reprends cette phrase qui nous vient d'Hawaï. À chaque fois que je dis du mal, qu'il s'agisse, je sais pas, de Madame Le Pen, de Monsieur Sarkozy ou de n'importe quel autre, je termine en disant « Pardon, je suis désolé. C'est vrai. Je vous aime. Merci. » C'est vrai. Mais en même temps, vous avez tendance à dire que de toute façon, on attire toujours ce qui nous fait peur, par exemple. Oui. Qu'on n'est pas assez dans le principe de réalité. Oui. Vous pouvez en dire un peu plus ? Oui, alors ça, c'est amusant, parce que c'est une rencontre fortuite à Montpellier d'un Indien qui m'a dit qu'il avait quitté... il était venu me voir parce que j'ai écrit un autre livre qui s'appelle « Les pervers narcissiques ». Et il me disait, voilà, je viens de quitter un emploi où mon employeur m'a fait du mal tout le temps où j'ai travaillé chez lui. Il a vraiment agi comme un pervers. Et il termine en me disant, vous savez, dans mon pays, alors c'est un Indien qui venait d'Amérique du Sud, los chamanes disent que
dans notre vie, on rencontre toujours ce qui nous fait le plus peur. Et il termine en disant, moi je sais ce que c'est mon père. C'est-à-dire que le monsieur a quitté l'Amérique du Sud pour échapper à son père. Il est arrivé en France, il a trouvé un emploi, et l'employeur qu'il a rencontré, c'est exactement le même que son père. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose à comprendre. Quand on a... Là, on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre peut-être du karma, du destin, dans ce que vous expliquez, non ? Oui, ou de la compulsion de répétition, appelez ça Freud. Hein. Oui, on peut le regarder sous plusieurs angles différents, c'est vrai. Mais à un moment donné, si un problème se répète dans ma vie, c'est que j'ai quelque chose à y comprendre. Donc le fuir, bien sûr qu'on ne reste pas avec quelqu'un qui nous fait du mal, ça c'est juste. Mais en même temps, c'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on a rencontré cette personne. On reste pas avec quelqu'un qui nous fait du mal. On entend quand même beaucoup de gens, en tout cas dans le domaine amoureux, qui vont rester longtemps avec une personne toxique. Oui. Alors il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'idéalement, quand même, une rencontre, une vie amoureuse, elle est là pour nous aider à nous épanouir, ou pour le moins nous accompagner, pour aller dans ce que dont on disait tout à l'heure, notre désir d'être bien, d'être heureux. Alors justement, dans votre livre, ça commence par une critique assez dure de la société, de l'être humain en règle générale, qui finalement aime ce principe de précaution, qui fait que a priori rien ne devrait lui arriver de mal. C'est incroyable ça. Le principe de précaution, le politiquement correct sont des choses que j'aborde, que je déteste. Oui, vraiment. On peut plus rien faire aujourd'hui sans être scruté, observé, regardé. Moi, j'arrive du sud, là. J'arrive du sud de la France. Et chez nous, il y a des courses de taureaux. C'est-à-dire qu'on lâche les taureaux dans les rues. Eh bien, le maire d'un village est civilement responsable. Il pourrait aller en prison si quelqu'un avait un accident. Alors, la culture du sud de la France tente à disparaître. Cette culture-là. Oui, bien sûr. Au nom du principe de précaution. Bien sûr. Et ensuite, dans votre livre, vous allez un peu plus loin, vous commencez à chevaucher un peu le dragon pour en finale être complètement dans des choses qui pourraient paraître, comment dirais-je, complètement folles pour un psychanalyste. Elles le sont un peu, oui. À la fin, je me suis lâché, je me suis fait plaisir. En fait, c'était à l'origine, je pensais même pas parler de sexualité, puisque au départ, quand j'ai commencé à écrire cet essai, il m'a emporté avec lui. Au départ, je voulais parler de passage à l'acte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans notre société ? Pourquoi est-ce que c'est si facile, par exemple, de tenir des propos racistes sans avoir aucune culpabilité ? Jamais, à l'époque de mes parents, un politicien n'aurait osé tenir des propos racistes. Comment est-ce que, ce que j'ai vu l'autre jour, une caissière au supermarché peut se faire insulter par un client, peut-être parce qu'elle va pas assez vite. Enfin, le passage à l'acte est facile aujourd'hui. Il ne l'était pas, me semble-t-il, il y a quelques années en arrière. Donc, qu'est-ce qui s'est produit ? C'était ça le départ de mon essai. Et puis effectivement, donc c'est ce premier tiers, celui que vous venez d'évoquer. Ensuite, je suis venu sur le sexuel. Évidemment, le passage à l'acte sexuel fait partie du passage à l'acte. Et c'est ça qui m'a amené vers, puisque la deuxième partie s'appelle d'une sexualité libertine à une sexualité sacrée. Et j'ai donc commencé à m'intéresser à la sexualité libertine avant d'aller vers le sacré. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Jean-Charles Bouchot, on peut penser que si aujourd'hui il y a de plus en plus d'incivilité, puisque c'est de ça dont vous parlez, c'est peut-être parce que le surmoi individuel est moins fort, c'est-à-dire cette sorte de gendarme intérieur, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, est beaucoup moins fort. On élève les enfants en leur autorisant beaucoup plus de choses, et peut-être qu'à ce moment-là, c'est facile. Oui, c'est bien d'autoriser beaucoup de choses à nos enfants. Simplement, ça fait partie de l'éducation de leur montrer qu'ils ont des limites. Oui. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Sauf que ça, et c'est un acte d'amour que de donner à un enfant, et c'est un acte d'amour que de l'en empêcher, de lui empêcher autre chose. Et alors, pour venir sur notre sujet, puisque c'est une émission où on parle beaucoup de sexualité, à partir du moment où on croit qu'on a justement tous les droits et pas de limites, pourquoi ne pas, en sexualité, tout s'autoriser ? Sauf que c'est là où ça devient compliqué, c'est peut-être le sujet de notre émission aujourd'hui. Tout s'autoriser en sexualité, il faut quand même être sacrément solide. On peut s'autoriser beaucoup de choses en sexualité, surtout si on a la chance d'avoir un partenaire qui est en accord avec nous. Les limites pendant le moment de la sexualité, c'est à nous de les poser. Mais ce que je me rends compte en écoutant les gens tous les jours, c'est que beaucoup de culpabilité est liée à la sexualité. Oui, c'est vrai. Notamment dans certains passages à l'acte. Donc on rejoint le début du livre, dans le passage à l'acte où on va tromper son partenaire, effectivement, cet emprunt ensuite de culpabilité. Et bien souvent, la culpabilité qui est un déplaisir est plus forte que le plaisir qu'on en a retenu. Exactement.
À la question que pose Anna, le sexe libertin, le sexe sacré, qu'est-ce que vous répondez A priori, Jean-Charles c'est pas Bouchot du tout la même chose. Hein, le sexe libertin, c'est une sexualité apparemment libérée. Et quand on va enquêter sur place, on s'aperçoit que c'est pas toujours le cas. J'ai eu des témoignages qui étaient assez terribles d'ailleurs de personnes qui disent il ou elle, on l'entend bien, ça existe au féminin comme au masculin, elle ou il voulait. Je me rappelle d'une jeune femme qui me disait j'ai été d'accord qu'on soit deux couples dans le même lit. Et à un moment donné, je demandais pardon, j'allais dans la cuisine pour pleurer, puis je revenais et on continuait. Vous voyez ? Donc là, libertin rime vraiment pas avec liberté. Et en même temps, elle avait accepté. Elle faisait partie de l'équation. Donc, mais il y a un problème de culture et de politiquement correct, comme vous disiez tout à l'heure, où on a des barrières psychologiques très fortes. Je crois que la base, c'est se respecter soi-même et respecter l'autre. Dans mon histoire, la jeune femme, elle se respecte pas elle-même. Est-ce qu'elle respecte l'autre ? J'en suis même pas sûr. Elle lui fait plaisir. Elle lui donne ce qu'il a envie. Mais je suis pas certain qu'elle le respecte, parce que si je suis pas capable, dans ma sexualité, de me poser en sujet, c'est-à-dire en sujet désirant, je ne peux pas poser l'autre en sujet. Et si je me pose en objet, l'autre, je peux pas le poser en sujet. C'est pas possible. C'est complexe. Oui, c'est complexe. Et la sexualité sacrée, vous diriez quoi, Jean-Charles Bouchot ? Alors pour moi, la sexualité sacrée, c'est quelque chose qui est proche c'est de la méditation. Donc pour comprendre la sexualité sacrée, il faut comprendre la méditation. Et on est dans le champ de l'indicible. Alors vous allez me dire, c'est pas très radiophonique ça. Mais il faut le but de la méditation. Il y a les ondes subtiles. Passe à travers les ondes. Le but de la méditation, c'est être sans but. Maître Dogen, il y a 800 ans au Japon, il disait « pensez à ne pas penser ». Alors comment on s'en sort avec ça ? Moi, j'ai un exemple qui est quand même assez facile à comprendre. C'est-à-dire, si j'ai très envie de dormir, imaginez-moi hier soir, tout simplement. J'ai dû traverser la France ce matin. Je me suis levé à 5h du matin. J'avais rendez-vous avec Brigitte Lahaye. Alors, je me dis, il faut absolument que je dorme parce que 5h du matin, c'est tôt. C'est pas dans mes habitudes. Et puis, il faudra que je sois en forme. Enfin bref. Plus je vais me dire, il faut que je dorme, moins je vais dormir. Donc, si je veux arriver à dormir, je dois oublier que je veux dormir. C'est un paradoxe qu'on peut facilement comprendre. Et bien, pour la méditation, c'est exactement la même chose. Je dois oublier que je veux méditer et me concentrer sur mon corps. La sexualité sacrée, on va arriver à peu près à la même chose. C'est une méditation. Je suis avec l'autre, je suis là, je suis présent. Effectivement, il faut absolument abandonner toute idée de performance. J'ai vu des pratiques sacrées extraordinaires où il suffit simplement de poser sa main sur le sexe de son partenaire ou de voir son partenaire poser sa main sur notre sexe. Et c'est tout. Et on rentre en méditation et on observe sa respiration. Alors, dans le tantra, moi je pense plus au tantra qu'au Tao, on apprend par la respiration à faire remonter cette énergie des zones génitales vers le cœur. Et au-delà, vous parliez du 7e ciel, c'est le 7e chakra quand même, c'est intéressant. Hein, bien sûr. De voir que le mot n'est pas anodin. Et j'ai connu personnellement un orgasme au niveau du cœur. C'est-à-dire que nous les garçons, et puis j'imagine les femmes aussi, je ne sais pas comment ça fonctionne une femme exactement. Nous, on s'attend à avoir un orgasme au niveau des parties génitales. Donc on projette son énergie vers l'extérieur. Eh bien, il est possible de la faire circuler dans le corps, et il y a des techniques très précises, et d'avoir un orgasme, par exemple, au niveau du cœur. Et là, on comprend ce que aimer veut dire. On est amour. C'est-à-dire, on n'aime pas quelqu'un. À un moment donné, quand on arrive réellement à lâcher prise et à laisser circuler cette énergie, on devient totalement, parfaitement amour. D'accord. Voilà, mais ça vous aide pas du tout à comprendre comment faire pour expliquer à votre partenaire qu'au fond, vous auriez envie Si, c'est des pistes. Oui, mais ça reste une piste pour tous les deux. Ça reste pas une piste pour que vous puissiez avoir l'autorisation éventuellement de... Quel est le but dans le fait de rencontrer d'autres personnes ? Finalement, non, mais c'est peut-être pas ça. Enfin, en fait, finalement, le but, ce serait de retrouver la passion qu'on connaît au début, comme dans tous les couples. Donc, ce que vous recherchez n'est peut-être pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Oui, moi, je serais incapable de donner une définition de l'amour, c'est certain, mais je peux repérer quand même diverses choses. Il y a l'amour de l'objet,
c'est-à-dire l'objet qui me fait plaisir. Donc là, on est dans l'agapé, effectivement. J'aime l'autre comme un objet parce qu'il me procure du plaisir. Il y a l'amour du sujet, où je me pose un sujet désirant, j'en parlais déjà tout à l'heure. Donc je considère l'autre comme un sujet, c'est-à-dire que je vais me pencher sur son plaisir, essayer de lui donner du plaisir, en même temps prendre moi-même du plaisir. Et si il existe une sexualité sacrée, on dépasse même la relation de sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est amour. C'est pas je aime-tu, c'est je suis amour. Et je crois que c'est là où on en arrive au sacré. Je crois que ce monde est profondément amour, naturellement est amour. Et à ce moment-là, je me confonds, je me perds complètement. C'est cette fameuse extase dont on parle. Et là, c'est un autre niveau d'amour. Et en même temps, et c'est peut-être ce qui est si compliqué pour beaucoup de gens, c'est que toutes les religions, d'une certaine manière, qui donc défendent le sacré dans le monde, toutes les religions sont assez, enfin pas toutes heureusement, mais la plupart sont assez contre la sexualité. Et c'est peut-être ça qui est si compliqué pour les gens de comprendre ce que Samy a dit, ce que vous dites. La sexualité et l'amour, dans le sacré, c'est une voie extrêmement difficile parce que très rapidement on va y mettre de l'attachement et dès on va y mettre de la saisie, on va y mettre des buts, etc. Et c'est vrai que même le Bouddha, qui était pourtant un grand amoureux, il avait une épouse magnifique, il a eu des enfants, à un moment donné il a totalement renoncé de l'âge d'environ 35 ans jusqu'à 85 ans, à la fin de sa vie, et on ne lui connaît aucune relation amoureuse. Donc il a renoncé. Il s'est méfié de tous les désirs d'ailleurs, qui en effet provoquent des attachements. C'est ça, oui. Il se méfie des désirs, c'est-à-dire qu'il les observe comme étant les causes qui vont conduire à l'illusion conduisant elle-même à la souffrance. Lui, son objectif, c'est sortir de la souffrance. Absolument, mais c'est là, enfin c'est ce que je disais d'ailleurs tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'était à Roxane, l'amour pratiquement inévitablement peut provoquer de la souffrance. Mais c'est dommage. Mais je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça parce que vraiment, quand on aime quelqu'un, quand on a une relation de sujet à sujet, le jour où l'autre part, on reste avec son amour. Et je pense que la souffrance, elle est là à la hauteur de ce qu'on n'a pas trouvé. Et dans la relation dont nous parlait Roxane tout à l'heure, non, c'était pas Roxane, c'était la personne ensuite, Samia, pardon. Dans la relation dont nous parlait Samia, qui était malade. Non, c'est Roxane. C'était Roxane. Dans la relation dont nous parlait Roxane, elle était avec quelqu'un qu'elle décrivait comme toxique. Donc il y a quand même un manque terrible dans cette relation. Il y a quelque chose qui colle pas. Et elle souffrira à la hauteur de ce qu'elle n'a pas trouvé dans la relation. Mais vraiment, quand on aime, on le sait avec nos enfants. Le jour où nos enfants s'en vont, on a un pincement au cœur, mais on est tellement content pour eux, quoi. Et on continue de les aimer. On va pas rentrer dans des... Oui, c'est difficile, je dirais pas le contraire. On rentre pas dans des grandes souffrances. Non, mais il n'y a pas de sexualité avec les enfants. Mais même s'il y a eu même avec un partenaire avec qui on a eu de la sexualité, si on est dans l'amour, la séparation, oui, fait de la peine, elle fait mal, mais pas tant que ça. Je reste avec mon amour, je suis pas isolé. En tout cas, moi je constate quand même que l'amour provoque beaucoup de souffrance pour l'entendre tous les jours. Oui. Donc bien sûr, on peut s'élever. Y a-t-il tellement d'amour dans ce type de relation ? On peut s'élever, mais c'est pas si simple que ça. Mais c'est pour ça qu'on chevauche le dragon ensemble aujourd'hui. Chevauchons. Allez. « 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. » Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Charles Bouchou, psychanalyste, auteur de Chevaucher le dragon aux éditions d'Hervy. Alors je vais lire le sous-titre pour qu'on comprenne bien de quoi vous parlez dans ce livre. Utiliser notre énergie sexuelle comme tremplin vers l'éveil. Vous avez beaucoup parlé déjà de sexualité sacrée, de méditation. Objectivement, vous pensez que c'est possible pour tous ou que c'est quand même réservé à des initiés, comme on l'entend souvent ? C'est possible pour tous de devenir des initiés. Oui, c'est accessible à tous. Il y a du boulot. C'est accessible à tous. Mais non, justement, c'est le contraire. Il faut défaire. Il faut enlever des couches. Donc on pourrait penser que quelqu'un de simple à qui on s'imaginerait qu'il n'y arriverait pas, au contraire, ce sera peut-être plus facile pour lui. Non, mais attendez, moi je pense que les gens qu'on appelle entre guillemets simples, que les intellos appellent simples, sont souvent plus proches de l'éveil que nos fameux intellos. Alors ça, je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est justement l'intello qui va être le premier à s'intéresser à ce genre de choses qui aura le plus de difficultés à y arriver. Parce qu'il faut vraiment lâcher du mental, lâcher de son ego. L'ego n'a rien à faire là-dedans. Le moi n'a pas à entrer dans la chambre.
Est-ce que vous êtes d'accord, ce serait peut-être le conseil comme ça qui me vient, ceux qui nous écoutent et qui auraient juste envie de comprendre de quoi on parle et pour qu'ils soient un peu plus proches de nous encore, rien que déjà simplement se promener dans la nature et respirer la nature, ça vous paraît... C'est une forme de méditation, oui. Si vous voulez... Et ça, c'est vraiment abordable très simplement. Ah oui, très simplement, oui. Le principe de la méditation revient à se concentrer. Donc, je peux me concentrer sur ma posture. Et quand je me concentre sur ma posture, je ne peux pas, ça n'est pas possible, penser en même temps. Je peux me concentrer sur ma respiration, mais je peux aussi me concentrer sur ce qui m'entoure. Et à chaque fois que je suis concentré, je ne pense pas. Alors les gens qui pratiquent la méditation depuis peu me disent, mais c'est le contraire. Moi, quand je médite, je pense beaucoup. Oui, c'est parce que vous vous déconcentrez. Mais c'est pas grave, revenez-y. À chaque fois que vous vous reconcentrez sur votre respiration, eh bien voilà, les pensées s'arrêtent. Et même si ça n'a duré que 5 minutes ou 10 minutes le temps de votre méditation, c'est pas grave, la fois prochaine ça durera un peu plus ou pas. Alors moi quand j'ai commencé la méditation il y a maintenant une 40aine d'années et mon maître donc m'avait donné un petit conseil que je trouve très intéressant, c'est d'inspirer et d'expirer en disant je en inspirant et suis tout simplement pour que on soit encore plus concentré et qu'il n'y ait pas des pensées comme ça sans arrêt subalternes. D'accord, donc c'est l'utilisation d'un mantra. D'accord. L'utilisation d'un mantra. Mais vous ne pensez pas que ça peut aider pour ceux qui pour certaines personnes, oui, ça peut les aider. Ouais. Oui, mais chacun peut trouver sa méditation. Hein. Après tout, il y a pas de. C'est bien. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est être concentré. Alors, qu'est-ce qui vous concentre vous ? Certains vont réciter un mantra sans cesse, tout le temps, avec des chapelets. On les voit bien, les Tibétains font ça. Ils ont un chapelet et sans cesse, ils sont en train de concentrer sur le chapelet qui roule entre les doigts, en même temps que sur le mantra. Et tout ce temps-là, bien, ils sont détachés du mental. Et l'ego n'est pas là. Il n'arrive pas à se reformer. Évidemment, quand on est dans une méditation silencieuse, le moi ressurgit. Il dit, oh, attends, moi j'ai des choses à te dire. C'est bien ce que tu fais, je suis content, mais n'oublie pas que tu as des impôts à payer. Le fameux ego, oui. Ouais, c'est ça. Et quand on fait l'amour, on peut aussi se concentrer sur sa respiration et on sera à ce moment-là dans cette démarche-là. Voilà, évidemment. et ça nous oblige effectivement une sexualité plutôt douce, calme et lente. Alors peut-être on peut être très actif et très concentré aussi, hein. Mais à un moment donné, c'est vrai que c'est plus facile, je crois. Il faut commencer lentement. Ah oui, vraiment lentement et sans objectif. Peu importe, peut-être ce soir, il n'y aura qu'une caresse, un baiser, un regard. Si vous perdez votre érection, c'est pas grave. Aucune importance. Si vous n'avez pas d'orgasme, c'est pas grave. Mais ça, c'est vrai que c'est assez à l'encontre de tout ce qu'on entend sur la sexualité, évidemment. Oui. Il faut être capable de faire telle caresse, ou on apprend ça dans les magazines, comment bien faire jouir sa compagne ou son compagnon. Wow, quel intérêt, quoi. Enfin, n'exagérons rien non plus. C'est agréable. Oui, mais bon, on l'a fait combien de fois ? Combien de fois on l'a fait ? Bien sûr, c'est agréable, mais enfin, si on le fait... Je crois que ce qui est mieux, parce que si vous leur dites quel intérêt, ils vont pas avoir envie de nous suivre. Ouais. Je crois que c'est plus intelligent de dire ne cherchez pas l'orgasme, parce qu'à force de ne pas le chercher, quand ils arriveront, ils seront encore mieux. D'accord. Vous voyez, c'est une promesse, là, quand même. Oui, je me sens beaucoup plus intelligent. Non, c'est pas ce que je veux dire. Oui, mais c'est bien, je suis venu ici pour ça aussi. Mais c'est au-delà de l'orgasme, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une extase qui peut se produire lorsque on est dans la sexualité sacrée. Si vous voulez. Est-ce que vous savez d'où vient le mot libertin, Anaïs ? Ah non, pas du tout. Eh ben, je crois que Jean-Charles Bouchou va nous expliquer. Alors, j'adore le mot libertin. On le trouve à l'époque des Romains. Libertinus, c'est celui qui était un esclave et qui soit s'est libéré, soit a été libéré ou soit a racheté sa liberté. Et donc, libertinus, c'est esclave qui s'est libéré de ses chaînes. On retrouve le mot Moyen-Âge en France. C'est comme ça que l'Église appelait les sorcières. Ce sont des libertines, ils les appelaient comme ça. Donc, c'était qui s'est libéré de la morale chrétienne, en fait. Hein, alors que sorcière, c'est qui fait commerce avec le diable. Il y a une petite différence entre libertin et sorcière. Et on retrouve effectivement, ça tout le monde le sait, je pense, à l'époque du marquis de Sade ou de Coderlo de Laclos, le mot libertin, tel qu'on l'emploie, je crois, aujourd'hui. Encore qu'aujourd'hui... Il a pris un nouveau sens. Il est un peu galvaudé. Oui. Je suis bien d'accord. Donc, qui s'est libéré de la morale chrétienne. On peut avoir de grandes amitiés entre hommes. Et déjà, Freud, non pas déjà, puisqu'on n'était pas au XVIe siècle, Freud parlait dans les grandes amitiés masculines de relations homosexuelles sans passage à l'acte. Certes. Mais c'est très agréable de prendre un copain dans ses bras
Pour vous peut-être, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal dans la relation corporelle. Hein. C'est difficile parce qu'on a peur d'être montré du doigt, parce qu'on a peur d'être discriminé. Donc on n'ose pas, et c'est dommage parce qu'on perd une part de soi. Je crois que on a les deux sexualités en fait, en nous. Alors on fait un choix, on fait le choix de l'hétérosexualité ou de l'homosexualité, et les deux sont respectables. Mais à un moment donné, même si on fait le choix de l'hétérosexualité, c'est quand même dommage d'endormir cette part homosexuelle que nous avons en nous, qui est aussi la part du créateur. Je parle d'un point de vue d'homme, je vous en demande pardon. Mais moi, je sais qu'écrire un livre, c'est faire un bébé. Oui, mais je le porte longtemps avant de l'accoucher. Je comprends bien ce que vous dites, Jean-Charles Bouchoux, mais aujourd'hui, il faut quand même constater, quand on entend ce que vient de dire Anaïs, on a plutôt reculé par rapport à Je ne sais pas, dans les jeunes générations, j'ai l'impression que non. Alors, les jeunes sont plus libérés que nous pouvions l'être à notre génération. Je crois que si j'ai envie de proposer un café à une collègue de travail, je vais lui proposer un moment à passer avec moi. Donc, on va partager quelque chose. Et peut-être que je vais utiliser ce moment pour lui dire le plaisir que j'aurai à la rencontrer en dehors du travail et l'admiration et le désir que je peux avoir pour elle. Je vois pas ce qu'il y a de choquant. Je m'exprime. Et elle est les sujets, elle a la possibilité de me dire oui ou elle a la possibilité de me dire non. Je crois qu'il n'y a pas harcèlement quand on fait une proposition à quelqu'un. Alors, même quand on a une idée derrière la tête, il y a harcèlement quand on ne tient pas compte de la limite qui est posée par l'autre. Oui, or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'ose même plus faire de propositions. On n'offre plus de café. C'est dommage. Alors, les féministes vous diront, moi je partage votre avis, mais vous diront que la position subalterne ou hiérarchiquement inférieure fait qu'une femme ne se sent pas libre de dire non.